مرحبا بكم. Donc, je me présente tout d'abord, c'est Wajdi Abdelhamid, expert comptable. Je suis enseignant universitaire et président de la commission de la fiscalité au sein de l'Organisation nationale des entrepreneurs. Cette séance-là vous sera accordée pour voir et débattre des différents régimes fiscaux qui existent en Tunisie. Bien sûr, c'est une introduction, bien c'est une présentation des régimes fiscaux en Tunisie destinée principalement aux promoteurs ou bien aux personnes qui veulent bien sûr avoir une idée sur les régimes fiscaux en Tunisie. Je vais essayer donc de présenter schématiquement les différents régimes qui existent en Tunisie et puis donc je vais vous laisser la parole éventuellement pour d'éventuelles questions ou bien pour des interactions. Bien sûr, peut-être je vais commencer par donc un plan général de cette séance-là. On va essayer donc de voir les différents régimes fiscaux en Tunisie. Il s'agit donc principalement du régime réel, des régimes forfaitaires, du régime fiscal de l'auto-entrepreneur, du régime de la start-up. Et en fin de compte, en guise de conclusion, on va essayer de décortiquer et d'analyser et de faire éventuellement afin de faire le choix du régime fiscal approprié ou bien du régime fiscal que l'entrepreneur devra choisir. Je vais commencer donc par le régime réel. Et lorsque je parle du régime réel, peut-être c'est le régime de base, c'est le principe, dans le sens où chaque société doit tenir une comptabilité. C'est ça ce que veut dire un régime réel. Un régime réel suppose la tenue d'une comptabilité. La comptabilité, ça veut dire quoi? C'est l'enregistrement des opérations au fur et à mesure de leur dénouement, de leur passation, de leur réalisation. La comptabilité suppose aussi la constatation, l'enregistrement à partir d'une pièce justificative, d'un élément probant, d'une pièce probante. Cette pièce qui peut peut-être consister en une facture, un contrat d'achat, un contrat de leasing, un journal de paie, un avis d'opération bancaire, une quittance. Ce sont donc des pièces justificatives qui réglementent ou bien qui définissent ou bien qui sont la base de toute écriture comptable. La comptabilité se base sur les pièces justificatives ou bien sur les éléments probants qui sont donc les pièces justificatives. Mais est-ce que tout le monde doit tenir cette comptabilité? La réponse diffère selon la taille de l'entité et selon sa forme juridique. Le législateur, l'État, a donné certaines peut-être moins, il a octroyé moins d'obligations pour certaines formes de société, pour certaines formes juridiques à créer. On va essayer de voir et de décortiquer. Déjà, la question, quelles sont les formes juridiques qu'on peut créer notre activité? Vous allez me dire, est-ce que je dois choisir la forme juridique? Bien sûr, parce que parmi les obligations légales à ma charge, c'est que je dois me déclarer à l'administration fiscale. Je dois me diriger, je dois déclarer que je vais exercer telle activité. Bien sûr, si cette activité-là comporte des conditions d'exercice dans le sens où un agrément ou bien un cahier de charge doit être obtenu, bien sûr, je dois satisfaire les conditions nécessaires à ce cahier de charge, à cet agrément-là, et puis aller se diriger vers l'administration fiscale pour leur dire, tenez, je vais commencer telle activité et je me présente à vous pour que vous me donniez un numéro sur lequel je vais être suivi et sur lequel je vais honorer mes obligations fiscales. Bien sûr, ils vont vous dire, tenez, ok, très bien, votre activité, telle activité, d'accord, c'est très bien. Vous devez bien sûr justifier d'un siège, d'un local, bien sûr, pour qu'on puisse nous adresser à vous, pour que vous puissiez donc entrer en contact avec vos fournisseurs et vos clients.
Donc, le local est primordial. Et puis, ils vont vous dire, OK, mais sous quelle forme vous allez exercer cette activité? Sous quelle forme juridique vous allez exercer cette activité, l'activité donc, que vous allez présenter. La réponse va être le choix, on va choisir entre deux formes juridiques, soit la personne physique, entreprise individuelle, chakhs tabi'i, soit la personne morale, que ce soit une société unipersonnelle à responsabilité limitée, c'est la SUAR, ou bien la société à responsabilité limitée, ou bien la société anonyme, personne morale, shakhs al-ma'nawi. Peut-être vous allez me dire, mais quelle est la différence qui existe entre ces deux formes? Il y en a une différence très importante, dans le sens où, lorsque je vais exercer mon activité sous la forme de personne physique, ça veut dire que mon activité professionnelle est confondue avec mon activité personnelle. Je vais exercer l'activité et le patrimoine professionnel est confondu avec mon patrimoine personnel. Alors que dans une personne morale, il y en a une distinction de patrimoine. La société existe, même si peut-être cette société-là, qui peut être une SIARL, m'appartient à 100%, mais le patrimoine appartient à la société, à cette société-là, à cette SIARL-là, ou bien à cette SARL-là, à cette société à responsabilité limitée, qui appartient à plus qu'un associé, ou bien à cette société anonyme-là, qui appartient à plus qu'un actionnaire, à plus qu'un propriétaire. Mais toujours est-il, le patrimoine ou bien l'activité est exercée par une personne qui est indépendante, qui est autonome de la personnalité de ses propriétaires. Donc, c'est cette distinction de base, c'est cette différence de base qui existe entre personne physique et personne morale. Bien sûr, il y en a des conséquences en matière, même en matière fiscale, on va essayer de voir dans le calcul de l'impôt. Peut-être le calcul de l'impôt d'une personne physique diffère du calcul de l'impôt d'une personne morale, et même au niveau de garantie, lorsque vous allez exercer votre activité en tant que personne physique, votre patrimoine, aussi bien professionnel que personnel, même les biens hérités, entrent en valeur en guise d'hypothèque ou bien en guise de garantie de votre activité devant un établissement financier ou bien autre. Alors que pour une SUAR, ou bien une SAR, ou bien une SA, principalement les formes juridiques les plus répandues en Tunisie, il y en a une indépendance, il y en a une autonomie, il y en a une distinction de patrimoine entre cette société-là et le patrimoine des personnes, de ses propriétaires. Donc, je vais choisir la forme qu'il faut. Bien sûr, parfois, certaines activités doivent être exercées sous une forme bien définie. Une banque ne peut être exercée que sous la forme d'une SA. C'est la loi qui le prévoit. L'exploitation d'une buvette ne peut être effectuée, d'un café ne peut être effectuée que pour une personne physique. Donc, il y en a même, la loi a prévu, dans certains cas, des obligations bien définies sur des formes juridiques bien définies. Mais que ce soit que l'exercice de l'activité soit exercé, que cette activité-là soit exercée sous la forme de personne physique ou bien sous la forme de personne morale, nécessite, en tant que principe, de recourir au régime réel. Le régime réel, comme je viens de l'énoncer tout à l'heure, donc c'est un régime qui se base sur la tenue d'une comptabilité. C'est ça ce que veut dire le régime réel. Et la comptabilité consiste à effectuer l'enregistrement de toutes les opérations à partir d'une pièce justificative, et c'est à partir de cette pièce-là que les écritures comptables vont se faire, et éventuellement nous aurons, bien le comptable va nous confectionner, va nous préparer, va nous présenter les états de synthèse qui sont le cumul des opérations passées en comptabilité, qui sont les états financiers, qui sont composés d'un bilan, d'un état de résultat, d'un état de flux de trésorerie et des notes à ces états-là. Bien sûr, ces états financiers servent en premier lieu à la prise de décision économique, dans le sens où l'investisseur ou
bien le bailleur de fonds, ou bien n'importe quel utilisateur des états financiers aura besoin des états financiers d'une société, d'une personne physique, d'une personne morale, pour prendre la décision qu'il faut. Accessoirement, ces états financiers-là vont servir pour le calcul de l'impôt à payer. Lorsque je dis calcul de l'impôt, la fiscalité se base sur la comptabilité pour dégager un résultat. C'est le résultat fiscal. C'est le résultat fiscal qui va être soumis à l'impôt. Lorsque je dis résultat fiscal, c'est égal le résultat dégagé par une bonne comptabilité, par une comptabilité qui est tenue convenablement, en respectant les normes comptables. Parce qu'en comptabilité, il y en a des normes, il y en a des principes comptables, il y en a des principes généralement admis, il y en a une normalisation spécifique que toute démarche comptable doit les respecter. D'ailleurs, la comptabilité va dégager un résultat. Ce résultat-là égale, ou bien c'est la différence entre les revenus, les ventes. De ces ventes-là, on va retrancher les charges, telles que les achats, telles que les frais, telles que les dépenses, de façon générale. Donc, vente moins charge, vente moins achat, égale résultat. Sur ce résultat-là, avec une petite manipulation pour ajouter et retrancher quelques déductions, quelques réintégrations, on aura le résultat fiscal. Sur ce résultat fiscal, on va donner une part à l'État. Vous allez me dire, et pourquoi payer à l'État? Parce que tout simplement, tout contribuable, toute personne qui exerce une activité doit contribuer au budget de l'État. Le budget de l'État, je rappelle que l'État, bien sûr, a un ensemble de dépenses. Et face à ces dépenses-là, elle doit bien sûr trouver les recettes nécessaires. Bien sûr, parmi les dépenses, il y en a les salaires des employés de la santé publique, il y en a les employés, les enseignants de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire, des facultés, de l'enseignement supérieur, ainsi de suite. Il y en a aussi le paiement, bien les paiements des emprunts et des crédits obtenus. Face à ces dépenses-là, il y en a aussi, bien l'État doit trouver l'équilibre qui va permettre d'avoir un total de recettes qui doit correspondre au total des dépenses. Parmi les recettes, on a les ressources naturelles, entre autres, et on a aussi les ressources, ou bien les recettes fiscales. C'est la raison pour laquelle l'État intervient, bien l'État, par le biais de cette cotisation, bien par le biais de l'impôt, chaque contribuable va contribuer au budget de l'État, aux recettes du budget de l'État. Et c'est la comptabilité, c'est le premier élément qui va essayer de définir et de décortiquer, de déterminer le résultat base de l'impôt à payer, dans le sens où, une fois le résultat est dégagé, c'est à partir de ce résultat-là qu'on va donner une partie à l'État. Cette partie-là diffère en fonction de l'activité. D'ailleurs, la Tunisie est à partir du 1er janvier 2021, de nouveaux taux d'impôt sont devenus donc d'application. Donc, il s'agit, voici donc le diapositive qui correspond. Donc, sur le résultat, il y en a une part qui va être donnée à l'État. Cette part-là, ce pourcentage-là, c'est un pourcentage sur le résultat dégagé par l'activité. Résultat égal vente moins charge. Ce pourcentage-là, il est égal à, comme vous le voyez devant vous, à 35%. Donc, je vais payer 35% du résultat, du bénéfice à l'État. Je m'explique. Si je viens de réaliser des ventes pour 100 000 dinars, 100 unités, 100 000 dinars, et des charges pour 80 000 dinars, un résultat bénéficiaire de 20 000 dinars, sur ces 20 000 dinars-là, je vais donner 35% à l'État. Pour qui? Pour certaines activités. Il s'agit principalement des établissements financiers, des sites d'investissement, des compagnies d'assurance, de réassurance, ceux de recouvrement de créances, les opérateurs en télécommunication
les sociétés pétrolières, les sociétés exerçant dans les hydrocarbures, les services annexes, les hypermarchés et les concessionnaires de voitures, de véhicules. Bien sûr, ce sont les activités qui sont soumises dans l'activité et soumises à un taux d'impôt qui est de 35%. Bien sûr, ceci étant pour les résultats dégagés en 2021 à déclarer en 2022. Parce que pour le résultat de l'année dernière, c'est une autre réglementation. Ce sont de nouveaux taux qui viennent d'être appliqués à partir des bénéfices de 2020 des bénéfices de 2021 à déclarer en 2022. Donc, le premier taux d'impôt sur les sociétés est de 35%, donc, pour les établissements financiers, les sociétés pétrolières, sociétés d'hydrocarbures, services annexes, concessionnaires de véhicules, opérateurs de télécommunications. Voilà, donc, les sociétés qui sont soumises, dont l'activité est soumise, dont le résultat est soumis donc, à un taux d'impôt de 35%. Deuxième catégorie, bien le deuxième taux, c'est un taux de 10%, 10% du bénéfice pour les centrales d'achat des entreprises de vente en détail, pour tout ce qui est les sociétés donc, qui ont bénéficié du programme de l'emploi des jeunes, pour les sociétés artisanales ou bien pour les sociétés totalement exploitatrices dont la durée d'exportation n'a pas encore dépassé les 10 ans à partir donc c'est plutôt pour les sociétés exportatrices, donc, qui sont créées à partir du 1er janvier 2014. Donc, c'est le deuxième taux. Donc, le premier taux, c'était le taux de 35%. Deuxième taux, c'était le taux de 10%. Et puis, le reste, bien, les autres cas, les autres résultats, les autres activités sont soumises à un taux d'impôt de 15% sur leur résultat, donc sur le résultat dégagé suite à une comptabilité régulière, suite à une comptabilité tenue dans les règles de l'art. Bien sûr, cet impôt-là ne peut pas être donc inférieur à un minimum d'impôt et vous avez le détail devant vous. Ce qu'il faut retenir, donc, pour les personnes morales et en tant que principe, sur le résultat dégagé, il y en a une partie à donner à l'État. Cette partie-là, donc, 3 principaux taux, donc, en fonction de l'activité. Ceci de 1. De 2, qu'en est-il pour les personnes physiques? Pour les personnes physiques, voici le barème. Donc, c'est un barème par palier. À la différence des sociétés morales, pour les sociétés morales, c'est un taux, dans le sens où, si je vais réaliser un résultat de 1000, ou bien de 15 000, ou bien de 20 000, ou bien de 1 million de dinars, c'est un taux qui va être appliqué sur ce résultat-là. Mais pour les personnes physiques, c'est l'impôt est calculé selon le barème. Et voici le barème qui est devant nous. Donc, c'est par palier. Les 5 premiers 1000 dinars, les premiers 5 000 dinars ne sont pas soumis à l'impôt. Et les 15 000 dinars qui viennent après sont soumis à un taux d'impôt de 26%. Les 10 000 dinars qui viennent après sont soumis à 28%, ainsi de suite. Dans le sens où, si j'ai un résultat de 20 000 dinars, ça veut dire, c'est la conclusion, c'est la différence entre les ventes de 100 000 dinars moins les charges de 80 000 dinars. 100 moins 80 devient 20 000 dinars. Ce résultat-là, pour une personne physique, est soumis comme suit, est soumis à l'impôt comme suit. Pour la première partie de 5 000 dinars, 0. Pour la deuxième partie de 15 000 dinars, 15 000 dinars fois 26. C'est 3 900. Vous voyez? Donc, un total impôt de 3 900 sur les 20 000 dinars. Si c'est 25 000 dinars, on a 3 paliers. Donc, le premier palier, 0. Deuxième palier, les 15 000 dinars, 26%, donc 3 900. Et les 5 000 dinars qui viennent, après, c'est 28%. Vous voyez, donc 700 plus 3 900, ça devient 4 600. Vous voyez, donc le barème ou bien l'impôt pour les personnes physiques est calculé en fonction de barème. Plus je réalise un résultat important, plus je paie d'impôts.
Alors que pour la personne morale, c'est un taux proportionnel, quel que soit le résultat réalisé, quel que soit le bénéfice réalisé. D'accord? Donc, ceci étant pour la modalité du calcul de l'impôt sur le résultat pour une personne physique ou bien pour une personne morale. Et bien sûr, cette différence-là constitue bien sûr une différence parmi donc, le choix de régime personne physique ou bien personne morale. Y a-t-il d'autres, je vais continuer même avec le régime réel, mais y a-t-il d'autres obligations fiscales pour le régime réel? Y a-t-il des obligations fiscales? D'accord, peut-être la première obligation, qu'on vient de l'expliquer au départ, c'est que je dois me diriger à l'administration fiscale et me déclarer cette activité-là, déclarer que je vais exercer une telle activité dans le local, dans tel local ou bien dans tel local, bien dans le local que je vais choisir. Très bien, d'accord, dans ce cas-là, l'administration fiscale va me donner un numéro, hein, c'est ce numéro-là, donc c'est le matricule fiscal. Ce matricule fiscal-là va servir pour ce matricule fiscal donc va servir ce matricule fiscal donc va servir pour m'identifier, pour l'administration fiscale donc puisse suivre mes déclarations et pour que je puisse moi-même et que cette administration-là puisse me contrôler et en même temps que je puisse bien sûr déclarer et honorer mes obligations fiscales avec ce matricule fiscal. Donc, et à partir de là, bien sûr, ce matricule fiscal-là va servir même comme identifiant unique vis-à-vis même de l'administration fiscale. Donc, c'est la première obligation, c'est l'obligation de se déclarer et d'obtenir cette carte d'identification fiscale dans laquelle il y en a mon matricule fiscal, le matricule fiscal, et on a une déclaration d'existence qui va être donnée donc pour bien sûr me conférer le caractère donc de l'existence de mon activité ou bien de ma personne en tant qu'opérateur économique. À partir de ce moment-là, à partir de l'obtention de la carte d'identification fiscale, c'est à partir de ce moment-là que naissent les obligations fiscales. Bien sûr, parmi les obligations, c'est de payer l'impôt sur le résultat dégagé, et l'impôt se fait sur l'année civile. Hein. Si, bien sûr, si la première année, j'ai pas créé la société, ou bien la patente personne physique ou bien personne morale en janvier, bien sûr, ça va être les quelques mois qui restent pour terminer, bien pour finir le reste de l'année. Mais toujours est-il, cet impôt à payer, c'est un impôt qui va se calculer bien sûr sur le résultat dégagé pendant la période, pendant l'année civile. Donc, c'est la deuxième obligation, si on veut. Troisième, bien sûr, il y en a les déclarations mensuelles. Ce sont des déclarations qui touchent divers impôts et taxes, notamment la retenue à la source, la taxe de la valeur ajoutée, la TVA, la TFP, la taxe de formation professionnelle, le fonds Prolos, le fonds de promotion des logements pour les salariés, le droit de timbre, la TCL, la taxe hôtelière pour les activités hôtelières, le FODEC, Fonds de développement de la compétitivité dans le secteur industriel, le FDCST, le Fonds de développement de la compétitivité dans le secteur touristique, et bien sûr d'autres impôts et taxes qui varient selon l'activité. Ce qu'il faut retenir, et peut-être l'année, je vais essayer de vous présenter et de vous donner plus de détails sur les revenus à la source parce que d'après et suite à la promulgation de la nouvelle loi de finances, de nouveau, taux de retenue à la source, bien les taux de retenue à la source sont revus à la baisse suite au nouveau taux de l'impôt sur les sociétés. Je rappelle que
les taux que je viens d'expliquer, que je viens d'énoncer, les taux d'impôt sur les sociétés pour les personnes morales seulement, parce que pour les personnes physiques, il n'y a aucune modification. Mais pour les personnes morales, les taux d'impôt ont connu une baisse par rapport à ce qui est prévu dans les années antérieures. Donc, le taux de 15% était auparavant 20 et 25%. Hein. Donc, c'est la raison pour laquelle, par conséquence, les taux de retenue à la source ont été revus à la baisse. Peut-être, je vais vous présenter ou bien vous expliquer les retenues à la source sur loyer, dans le sens où on va essayer donc de présenter le mécanisme de la retenue à la source. La retenue, c'est un mécanisme qui est mis par l'État pour permettre une certaine recette pour l'État, dans le sens où la relation qui existe entre un locataire et un propriétaire, ce locataire-là, quand il va payer le loyer au propriétaire, il doit opérer une retenue à la source. Cette retenue, il doit opérer un montant. Il doit faire la retenue d'un montant. Il ne va pas payer tout le montant, mais il va retrancher une partie. Cette partie-là, qui est de 10%, auparavant était 15%, pour les loyers, seulement pour les loyers. Donc, cette partie-là qui s'appelle la retenue à la source, ce locataire-là va la retrancher du montant qu'il va donner au propriétaire, qui va la verser à la recette des finances et qui va donner une attestation de retenue à la source à ce propriétaire-là. Pourquoi? Parce que le propriétaire, quand il va régulariser sa situation, quand il va payer l'impôt sur les revenus qu'il va réaliser, ou bien qu'il a réalisé de façon annuelle, il va retrancher cette retenue préalablement retenue. En même temps, bien sûr, le locataire ne va pas encourir plus de montants parce que tout simplement, le montant du loyer va être défalqué en une partie qui va être donnée directement au propriétaire et une deuxième partie qui va être retranchée, qui va être retenue à la source et versée à la recette des finances, bien sûr avec une déclaration rectificative au niveau de la déclaration d'employeur et une déclaration annuelle que le locataire doit respecter. Donc, il doit déclarer et dire, tenez, qu'il a fait une retenue annuelle sur le propriétaire, M. A, de montant s'élevant à tel montant sur toute l'année. C'est une information qu'il doit véhiculer, qu'il doit informer l'administration fiscale de cette information-là, du bénéficiaire de la retenue réalisée. Cette retenue-là, bien sûr, comme je viens de le dire, c'est une retenue qui va servir à alimenter le budget de l'État et en même temps, cette personne-là, bien le propriétaire, va se servir de cette retenue-là qui est considérée en tant qu'avance sur ses impôts pour une certaine régularisation de sa situation. Donc, la retenue à la source, comme elle est de 10% maintenant sur les loyers, elle est aussi sur les honoraires, sur les commissions aussi. La retenue est de 10% aussi sur les commissions. Elle est aussi sur les salaires octroyés aux employés en respectant le même barème que je viens d'expliquer, c'est celui-là. Donc, c'est par tranche. Le voici, donc je vais vous le présenter une deuxième fois. Le voici donc devant nous. C'est ce barème-là qui est même d'application pour les retenues à la source sur salaire. Donc, l'employeur qui va donner un salaire à son employé doit respecter, bien sûr, doit faire le calcul du salaire en le multipliant par 12, en opérant la retenue qu'il faut, en respectant ce salaire, ces barèmes-là, ces paliers-là, et en divisant par 12, et il va retrancher cette retenue-là, et il va donner le net à son employé. Donc, loyer, commission, donc loyer 10%, commission 10%, salarié, c'est en fonction du barème, les honoraires du médecin, les honoraires de l'expert comptable, les honoraires du comptable, les honoraires de l'avocat, les honoraires de l'architecte, toutes les professions libérales. Les honoraires des professions libérales sont, bien sûr, sont soumis à
à une retenue. Cette retenue-là est de soit 10 ou bien 3%, selon la nouvelle réglementation, selon les dispositions de la nouvelle loi de finances. 10% pour les personnes soumises au forfait. On va en discuter, on va voir ce que c'est le forfait. Et 3%, donc je vais retenir 3% sur les honoraires donnés, versés, payés à mon expert comptable, à mon comptable, à mon avocat, à mon architecte, pour, bien sûr, s'il est soumis au réel, et bien sûr, de même donner la justification qu'il est soumis au réel. Donc, comme je viens de le dire, les retenues à la source, donc sur loyer, 10%, sur commission, donc 20%, sur honoraire, donc sur paye, sur salaire, donc en fonction du barème, et sur, bien sûr, honoraire, 10 ou bien 3%. Et bien sûr, il y en a d'autres retenues, mais en conclusion, toutes les autres retenues qui n'ont pas un taux spécifique et dont le montant dépasse 1000 dinars, c'est une retenue de 1% qui vient d'être ajoutée, donc qui doit être retenue, qui doit être opérée pour tous les montants qui dépassent 1000 dinars. 1%, c'est un taux général, mais si la société à laquelle je vais appliquer ce taux-là est soumise à un taux de 35%, c'est 1,5% et non pas 1%. Et si c'est une société totalement exploitatrice, c'est 0,5%, ou si c'est une personne physique totalement exploitatrice, bureau d'études totalement exploitateur, c'est un taux de 0,5% au lieu de 1%. Donc, ce mécanisme de la retenue à la source, c'est un mécanisme qui est mis en place par le législateur pour que le payeur opère cette retenue et que le bénéficiaire va la considérer comme avance et puis va la retrancher de son impôt à payer d'une façon finale. Donc, je reviens donc à mon régime réel, donc, comme je viens de le dire. Donc, il y en a donc l'impôt qui va être calculé, l'impôt sur le résultat. Il y en a donc les obligations fiscales, comme je viens de l'expliquer. Donc, ce sont des obligations qui touchent les déclarations mensuelles, donc la retenue à la source, la TVA, le TFP, la TFP, la taxe de formation professionnelle, le VOPROLOS, le droit de timbre, le FODEC, le FDCST, la taxe hôtelière, la TCL, ainsi que d'autres impôts et taxes. Donc voici, ce sont des impôts et taxes qui doivent être payés. J'attire votre attention sur le fait que ces obligations-là, et à partir de l'obtention de la patente, de la carte d'identification fiscale, que ce soit personne physique ou bien personne morale, même si je n'ai pas réalisé de chiffres, ou bien si je n'ai pas travaillé, je dois respecter les délais, je dois déposer dans les délais et même déposer néant. Même je dois déposer une déclaration néant, une déclaration zéro. Donc c'est très important. Donc, sinon, des pénalités qui peuvent s'ajouter et ces pénalités sont calculées par mois ou fraction de mois. Principalement, c'est le régime. Donc, voici donc devant nous les différents impôts et taxes. Donc, la retenue à la source, je viens de l'expliquer, le droit de timbre, la taxe de formation professionnelle, le FOPROLOS, la TVA, donc la déclaration fiscale. Bien sûr, ce qu'il faut retenir, c'est que toute déclaration, bien sûr, qui n'a pas été payée à temps est soumise donc à une pénalité. Et cette pénalité-là, bien sûr, ou bien plutôt, je dois bien sûr effectuer ou bien déposer ces déclarations, même la déclaration est néant, mais je dois la déposer. Donc, ceci étant pour les obligations, donc les obligations déclaratives ou bien les déclarations fiscales obligatoires. Donc, je récapitule, je résume. Donc, il y en a les déclarations de l'impôt sur les sociétés ou bien de l'IRPP, c'est la déclaration annuelle. Il y en a les 12 déclarations mensuelles.
Et on a la déclaration d'employeur, dans laquelle je vais bien sûr présenter le bénéficiaire, l'identité du bénéficiaire des retenues réalisées, et on a les 3 accords provisionnels. Donc, à partir de la deuxième activité, on a 17 déclarations mensuelles à réaliser pour donc les personnes qui sont soumises au régime réel. Personne, je dis bien personne physique ou bien personne morale. Donc, ceci étant pour le régime réel, qui est le principe. Toutefois, l'État, bien le législateur, donne des avantages ou bien des moins de charges pour certaines activités. On parle dans ce cas-là du régime forfaitaire. Comme son nom l'indique, le régime forfaitaire, c'est un régime qui est destiné à des personnes qui nécessitent le recours à un régime forfaitaire qui suppose qu'il n'y a pas de comptabilité à tenir. Pas de comptabilité. Mais pour qui? Pour les entreprises individuelles. Ça veut dire pour les personnes physiques et non pas les personnes morales. Une personne morale, automatiquement, est soumise au régime réel. Donc, une personne morale doit tenir une comptabilité. Alors que pour les personnes physiques, certaines personnes physiques peuvent bénéficier du régime forfaitaire. Mais qui peuvent bénéficier de ce régime-là, ce sont les sociétés, ce sont bien sûr, ce sont des conditions qui doivent être satisfaites. Il s'agit de la forme juridique qui doit être une personne physique, de un. De deux, l'activité ne doit pas exclue par la loi, parce qu'à partir du 1er janvier 2015, il y a certaines activités qui sont soumises ou bien qui sont exclues du droit, donc du bénéfice du régime forfaitaire, tel que la menuiserie aluminium. Un exemple. 2, 3, le chiffre d'affaires annuel ne doit pas dépasser 100 000 dinars. S'il dépasse, automatiquement, cette personne-là va être, bien sûr, va être soumise obligatoirement et automatiquement au régime réel. La personne physique ne doit pas être importatrice, elle ne doit pas exercer l'activité de commerce en gros, elle ne doit pas posséder plus qu'un véhicule de transport en commun de personnes ou bien de transport de marchandises dont la charge d'huile ne dépasse pas 3 tonnes et demi. Elle ne doit pas être soumise à la TVA selon le régime réel, et bien sûr, elle ne doit pas être déjà soumise à une vérification fiscale. La durée du bénéfice du régime forfaitaire est de 6 ans. Et bien sûr, au bout de la 6e année, c'était auparavant 4 ans, maintenant c'est 6 ans, et au bout de la 6e année, la personne doit demander un renouvellement de ce régime forfaitaire-là. L'administration fiscale va contrôler s'il respecte encore ces conditions-là, et bien sûr, il peut avoir le renouvellement du bénéfice de ce régime-là. C'est le régime forfaitaire, donc, qui doit respecter les conditions que je viens d'avancer. Il y en a aussi le régime réel simplifié. Excusez-moi, je termine pour le régime forfaitaire. Qu'est-ce qu'il va payer pour ce régime forfaitaire-là? Il va payer donc, pour les personnes qui réalisent moins de 10 000 dinars en tant que chiffre d'affaires, donc de 0 à 10 000, il va, si l'entreprise est implantée, si l'activité est implantée dans une zone communale, donc à l'intérieur des gouvernorats, donc il y en a une liste, c'est 200 dinars de façon forfaitaire, comme son nom l'indique, c'est 200 dinars de façon forfaitaire, et 100 dinars si le chiffre d'affaires réalisé est inférieur à 10 000 dinars, chiffre d'affaires réalisé inférieur à 10 000 dinars par an, annuellement, inférieur à 10 000 dinars, c'est 100 dinars si on est en dehors des zones communales. Mais si le chiffre d'affaires est entre 10 000 dinars et 100 000 dinars, c'est 3% du chiffre d'affaires. C'est un montant qui est donné forfaitairement sans présentation de pièces justificatives, sans présentation de factures, sans présentation d'éléments qui vont donc déterminer le résultat dégagé par une comptabilité, parce que dans le régime forfaitaire, il n'y a pas une obligation de la tenue d'une comptabilité. Donc, c'est un paiement d'un impôt d'une façon forfaitaire, tout simplement. Il y en a aussi le régime réel simplifié. C'est un régime réel, mais il est simplifié pour qui? Pour les entreprises individuelles, donc les personnes physiques qui réalisent les bénéfices, les BIC et les BLC,
donc les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices d'une activité non commerciale. Donc, c'est une comptabilité qui est simplifiée, c'est une comptabilité qui ne nécessite pas le recours à toutes les techniques de comptabilité, mais c'est quelque chose de simple, recette-dépense, hein, à condition que le chiffre d'affaires ne dépasse pas 300 000 dinars pour les activités commerciales, donc achetées en vue de la vente, ou bien les activités de transformation industrielle, ou bien les consommations sur place, et le chiffre d'affaires ne doit pas dépasser les 150 000 dinars pour les activités de service et les professions non commerciales. Qu'est-ce qu'il va payer? Bien, cette personne-là, soumise au régime réel simplifié, qu'est-ce qu'il doit avoir? Il doit, bien sûr, tenir un registre dans lequel il va porter donc ses recettes et ses dépenses. Hein. Il n'est pas tenu d'avoir une comptabilité dans les règles de l'art, mais au moins justifier ses dépenses par ce registre-là dans lequel il va mentionner, il va noter ses recettes et ses dépenses. Bien sûr, il doit avoir aussi un livre d'inventaire qui est coté et fait par l'administration fiscale. Donc, nous venons de voir, donc je reviens à mon plan de séance, donc le régime réel. On a aussi le régime forfaitaire, et puis nous avons aussi le dernier régime issu donc, du régime général, donc le régime du forfait d'assiette. C'est un régime qui voilà, donc le régime forfait d'assiette, c'est un régime qui concerne les personnes physiques et seulement les personnes qui ont une activité non commerciale, donc profession libérale, et des revenus fonciers. Qu'est-ce qu'ils font? L'impôt, bien la base de l'impôt est calculée d'une façon forfaitaire, dans le sens où il n'a pas à justifier les charges qu'il a, mais c'est en fonction des recettes qu'il a réalisées, on va retrancher, on va déterminer une partie, ou bien les charges vont être déterminées d'une façon forfaitaire en disant, tenez, vous allez payer l'impôt sur la base de 80% de vos recettes, tout simplement. Donc, l'impôt est calculé d'une façon forfaitaire sur la base de 80% de vos recettes, comme si le législateur, le fisc admet une charge ou bien des pièces justificatives de charge qui correspondent à peu près à 20% du résultat réalisé. À noter, une remarque très importante, c'est que si, en tant que personne physique, je suis au forfait, le jour où je change, parce qu'à tout moment, je peux passer à une comptabilité. Je peux tenir une comptabilité et passer à une comptabilité parce que peut-être mes dépenses sont extrêmement importantes, parce que mes dépenses dépassent les 20% dans ce cas-là. Dans ce cas-là, je peux bien sûr changer de régime et passer vers le régime réel. Mais dans ce cas-là, attention, automatiquement, ce choix-là est irréversible, dans le sens où, si je viens de choisir le régime, si je viens d'opter vers le régime réel, je ne peux plus revenir pour le régime forfaitaire. Donc, le choix, si je vais choisir, si je vais opter pour le régime réel, je ne peux plus revenir au régime forfaitaire. Donc, voici principalement donc, ces régimes, donc, les régimes fiscaux, donc le réel simplifié, le forfait et le forfait d'assiette, avec bien sûr éventuellement tous les impôts et taxes de façon schématique et de façon sommaire. Bien sûr, en tant qu'avantage aussi, on a pour certaines activités autres que celles exerçant dans le secteur financier ou bien l'énergie, à l'exception des énergies renouvelables, des mines, de la promotion immobilière ou bien la consommation sur place, ou bien tout ce qui est commerce, ces activités-là, notamment l'activité service, autre que celle énoncée ici, l'activité industrielle, ces activités-là peuvent déduire
au titre de la première, c'est un encouragement, au titre de la première année d'activité, ils ne vont rien payer. Donc, ce taux d'impôt, s'il s'agit d'une personne morale ou bien une personne physique, ça va être zéro parce qu'ils vont déduire 100% de leurs bénéfices de l'assiette de l'impôt. C'est un premier cas. Un deuxième cas, ils peuvent bien sûr, à partir de la deuxième année, ils peuvent déduire jusqu'à 75% de leurs bénéfices du résultat réalisé. Donc, il ne paie que sur les 25% du bénéfice. Donc, il applique le taux d'impôt, si c'est une personne physique, si c'est une personne morale, excusez-moi, seulement sur les 25% du résultat. 50% troisième année et 25% pour la quatrième année. Je passe maintenant au régime de l'auto-entrepreneur. Ce régime-là, c'est une loi qui vient d'être promulguée en Tunisie, c'est une nouvelle loi. Mais pour qui ce régime d'auto-entrepreneur? C'est pour toute personne physique. Cette personne physique doit être de nationalité tunisienne et qui exerce individuellement une activité dans le secteur de l'industrie, de l'agriculture, du commerce, des services et de l'artisanat et des métiers. À condition, première condition, c'est que le chiffre d'affaires ne doit pas dépasser les 75 000 dinars. Le chiffre d'affaires ne doit pas dépasser les 75 000 dinars. Et sur ces 75 000 dinars, sur ces 75 000 dinars, il va payer un taux, donc un taux d'impôt. Comment bénéficier du régime d'auto-entrepreneur? Ce régime-là, bien sûr, le régime de l'auto-entrepreneur est géré à travers une plateforme de services en ligne qui va être créée à cet effet. Bien sûr, toute personne qui veut donc adhérer à ce régime-là doit bien sûr déposer une demande d'inscription et bien sûr, c'est une suite qui doit se faire, comme vous venez de le voir. L'essentiel, ce qu'il faut retenir, c'est que cette personne-là, bien, celui qui est soumis au régime de l'entrepreneur, la première condition, c'est que le chiffre d'affaires ne dépasse pas 75 000 dinars et il va payer une contribution unique qui est égale à 0,5% du chiffre d'affaires annuel en guise d'impôt sur le résultat. Seulement 0,5% du chiffre d'affaires et plus 7,5% sur les 2 tiers du SMIC pour les cotisations donc sociales et payées trimestriellement. Bien sûr, il y en a aussi d'autres conditions dans le sens où le régime d'auto-entrepreneur, ou bien celui qui bénéficie de ce régime-là, ne va pas, bien sûr, et n'est pas tenu de déposer l'ensemble des déclarations, l'ensemble des retenues et des taxes sur la TCL, ainsi de suite, qui ont été bien sûr, présentées tout à l'heure. Je passe maintenant au régime de la start-up. C'est un régime qui vient d'être promulgué en Tunisie en avril 2018. C'est une donc, nouvelle réglementation qui donc, réglemente les startups, cette niche. Parmi on a donc certaines conditions. C'est un label qui doit être présenté et obtenu au niveau du ministère de l'économie numérique, de la technologie de l'économie numérique. Parmi les conditions, c'est que la société, donc soit on peut avoir un label si la société existe, ou bien un pré-label dans la situation où le label va être obtenu dans un délai de 6 mois. Donc, j'ai devant moi 6 mois pour obtenir le label. C'est une inscription qui doit se faire au niveau de la plateforme, début du mois. La société doit respecter certaines conditions. La première, si la société est créée, elle ne doit pas avoir plus de 8 ans. La société ne doit pas comporter plus que son employé et ne doit pas avoir un total bilan qui dépasse 15 millions de dinars, un chiffre d'affaires qui ne dépasse pas 15 000 dinars. Ça veut dire 15 millions de dinars, ça veut dire que le chiffre d'affaires est moins, le chiffre d'affaires réalisé ne dépasse pas 15 millions de dinars. Le capital de la société doit être plutôt détenu à plus de 2 tiers par des personnes physiques ou bien des startups étrangères. Le modèle économique de la société doit être innovant et le marché donc cible de la société doit être grand et homogène.
quels sont les avantages fiscaux de la start-up. Donc, la start-up, toute société qui a obtenu le label start-up bénéficie pendant 8 ans d'une exonération d'impôt sur les sociétés. Donc, la start-up ne paie pas d'impôt sur les sociétés pendant 8 ans, donc impôt égale 0 pendant 8 ans, impôt donc sur le résultat de l'exercice, sur le résultat dégagé. Bien sûr, les montants investis par les personnes physiques ou morales dans les startups bénéficient d'une exonération. Donc, si je vais participer à une startup, ce montant-là, je peux retrancher ce montant-là de mes impôts et payer moins d'impôts. Hein, c'est le dégrèvement fiscal que je pourrais bénéficier, moi, en tant qu'investisseur dans cette startup-là. La plus-value des titres sont exonérés de l'impôt sur la plus-value. Donc, principalement, ce sont bien sûr, même plus, celui ou bien la personne qui va gérer, qui va s'occuper de la start-up peut bénéficier d'une indemnité pendant 12 mois qui peut varier entre 1 000 et 5 000 dinars pendant les 12 mois. Et aussi, la start-up bénéficie du régime de régime en faveur en matière douanière et il peut bien sûr avoir un compte en devise. Donc, principalement, voici les divers régimes fiscaux. Donc, j'ai essayé de les présenter sommairement. Je sais pertinemment que pour un entrepreneur ou bien un nouveau promoteur ou bien une personne qui veut donc avancer dans son projet, peut-être c'est un peu beaucoup de détails ou bien beaucoup de réglementations. J'ai essayé donc de présenter de façon schématique, de façon simple, la réglementation, bien sûr qu'il faut payer, hein, de façon générale, parce que, bien sûr, entamer ou bien faire des projets, c'est très important et c'est encouragé même, c'est recommandé. Mais, toujours est-il, nous devons avoir une idée sur les conséquences et les obligations fiscales qui entourent donc la réalisation des projets. Sur ce, donc, je viens de vous présenter l'essentiel de ma présentation. Donc, reste la dernière question, quel régime choisir? Bien sûr, nous avons le régime réel, le forfait simplifié, le forfait d'assiette, le régime start-up, le régime donc, de l'auto-entrepreneur. Bien sûr, c'est une étude qui doit se faire, choisir entre la personne visible et la personne morale. D'ailleurs, c'est une étude qui doit se faire. Et la conclusion et le résumé de la chose peut être que dès le début, certaines activités nécessitent d'avoir une forme bien définie. Comme je viens de l'expliquer, une banque, bien une assurance, elle doit être sous la forme d'une SA, par exemple. Avoir un cahier de charge qui peut peut-être définir et dire que c'est une personne physique. J'ai un associé avec moi. Je ne peux pas créer une entité ou bien déclarer une activité sous la forme de personne physique alors que j'ai un associé avec moi. Donc, ça va être une SARL ou bien une SA. Donc, déjà, en fonction de l'activité, en fonction même de la structure du capital, en fonction des bailleurs de fonds que je pourrais, bien sûr, que je serais peut-être obligé à choisir l'une ou l'autre des activités. Bien sûr, peut-être, dans certains cas, le chiffre d'affaires qui dépasse les limites ou bien les conditions qui ne seront pas satisfaites, obligatoirement, je pourrais être déjà soumis à je serai obligatoirement donc dans un régime, dans le régime réel ou bien dans un régime bien spécifique. Mais l'essentiel, c'est de savoir décortiquer, c'est de savoir déterminer les conséquences des obligations fiscale et d'essayer de faire l'étude nécessaire, bien sûr, pour que je puisse prendre en considération ces éléments-là, ces paiements éventuels pour que j'arrive à réussir dans mon projet. Donc, voici les principaux points que je viens donc de vous présenter. J'espère que j'étais clair et précis. Je vous cède la parole si l'on a des questions, si l'on a des personnes qui veulent donc poser des questions. Je suis là pour vous répondre. Je vous en prie.